Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire de la série Grand âge et autonomie. Quels premiers enseignements de la crise du Covid-19? Donc aujourd'hui, après être revenu sur la situation des personnes âgées dans la crise au cours du premier webinaire, puis avoir questionné le modèle de l'EHPAD et son avenir, est venu le temps pour ce troisième webinaire de rentrer dans une démarche plus prospective en questionnant ce que pourrait être la stratégie de la France pour la prise en charge du grand âge et de l'autonomie. Donc, comme certains d'entre vous l'ont peut-être à l'esprit, nous avons aujourd'hui un calendrier, une actualité extrêmement forte et chargée s'agissant des initiatives de concertation et des initiatives législatives en ce domaine. Donc, projet de loi organique reprenant la dette sociale, mais engageant aussi les conditions de création d'une future cinquième branche dédiée à l'autonomie. Création de cette cinquième branche qui s'accompagne d'un rapport attendu pour l'automne confié à Laurent Vachet pour en dessiner les contours, également le PLFSS et une future loi grand âge et autonomie que l'on annonce peut-être comme une loi rebaptisée autonomie. Les vecteurs ne manqueront pas d'ores et déjà et cet automne pour donner le cadre de cette stratégie. Partant, il nous a semblé absolument essentiel de reposer un certain nombre de questions. Quels pourraient être les objectifs de cette stratégie et quels objectifs vont venir incarner ces ensembles d'initiatives législatives et de création d'une cinquième branche, avec quelles institutions, quel financement demain. Et partant, il était aussi extrêmement essentiel de revenir sur les réflexions qui avaient été conduites avant la crise du Covid dans la perspective de préparation, car elle est engagée déjà depuis un certain temps, de la future loi Grand âge et autonomie. Donc aujourd'hui, avec nous, ont accepté d'intervenir Dominique Libaud, directeur de l'ON3S, président du HCFIPS et pilote de la concertation Grand âge et autonomie en 2019, qui va revenir avec nous sur les grandes conclusions de cette concertation. Également Myriam El Khomri, qui est avec nous, nous saluons. Vraiment, merci de vous être rendu disponible. Donc, vous êtes directrice conseil chez CSI Saint-Honoré. Vous êtes ancienne ministre du Travail et aujourd'hui, c'est principalement à titre d'auteur du plan de mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge que nous vous avons invité, rapport, travaux remis à la ministre des Solidarités et de la Santé en 2019. Donc, nous aurons ces deux premières interventions qui permettront de revenir sur ce qui est quand même aujourd'hui le socle de la réflexion pour cette future stratégie dans un premier temps du webinaire et nous pourrons croiser les questions auprès de nos deux intervenants. Puis Marianne Monchamp, présidente du conseil de la CNSA, ancienne secrétaire d'État au handicap, pourra nous rejoindre pour partager avec nous ses réflexions, les réflexions du conseil de la CNSA pour cette future stratégie. Donc, sur les règles du jeu et le cadre de notre webinaire, comme dans les webinaires précédents, nous rendrons l'antenne à 16 heures précises. Vos questions sont attendues et sont lues dans le cadre du chat et nous le relaierons auprès de nos intervenants. Donc, sans plus attendre, à 14h36 pour préserver le temps de parole de chacun, je passe la parole à Dominique Libaud pour une première intervention. Et je sais que vous avez un PowerPoint. Voilà, on va essayer de le montrer. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je salue tout particulièrement Myriam El Khomri et je suis très heureux qu'elle ait accepté donc de participer à ce webinaire parce que je crois que voilà, on va être dans une continuité puisque mon rapport était avant le sien, mais j'ai appelé de mes voeux ce rapport grand âge. Et la stratégie grand âge et autonomie, donc quelle stratégie on appelle de nos voeux? Eh bien, en fait, on appelle une stratégie. Voilà. On appelle, grosso modo, le constat que je fais, que l'on fait, qu'on a fait dans la concertation, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie, vraiment pas de politique publique grand âge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité sur cette politique, pas de prise en charge globale des sujets, qu'ils étaient pris un peu épars. Myriam El Khomri reviendra sur le sujet des métiers, mais c'est un bon exemple où d'un côté, il y a le sujet du domicile et d'un autre, celui des EHPAD. Et puis, et ces deux sujets, finalement, alors, ils vivent très, très, très peu ensemble. Donc, on a un vrai sujet de cohérence d'ensemble. Alors, je vais être rapide sur les constats, mais je voudrais juste en donner
parce que ça aide aussi, on dit une stratégie, mais quelle stratégie pour, c'est quoi la finalité? Eh bien, une des finalités, je ne dis pas que c'est du tout la seule, on y reviendra, mais c'est d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé. C'est le fait que nous avons une bonne espérance de vie globalement, mais pas une espérance de vie en bonne santé très bonne par rapport à d'autres pays. Vous le voyez sur ce diaporama, où par exemple la Suède fait bien mieux que nous. Et on pourrait se dire que un des sujets, c'est d'offrir à chacun d'entre nous la possibilité de vivre en bonne santé, de vivre sa vie, de vivre debout le plus longtemps possible, si j'ose dire. Ces sujets miroitent aussi avec les sujets de libre choix, de citoyenneté. Voilà. Dans les constats de la population, là, je montre aussi qu'on n'est pas très bon sur, donc sur justement un sujet sur les difficultés à accomplir des actes de la vie quotidienne. Mais dans les constats que j'aborde maintenant, il y a des constats d'inquiétude sur cette qualité de prise en charge de la personne âgée et notamment aussi de la prévention. On n'est pas très très bon sur ces sujets. Donc, quelle finalité? C'est vraiment une première question à se poser. Et du reste, dans la crise sanitaire, on a vu beaucoup de questions qu'on a déjà abordées dans le webinaire. C'est quoi les finalités? Est-ce que c'est la sécurité à tout prix? Est-ce que c'est l'accompagnement, mais lequel de la personne âgée? Enfin voilà. Donc je pense que voilà, il faut vraiment se poser ces questions et la concertation a fait aborder, bon, je reviendrai, les questions de citoyenneté, de libre choix et de qualité de vie. Les constats, c'est effectivement une forte inquiétude donc, sur la qualité de la prise en charge, le besoin urgent prioritaire de réalisation des métiers du grand âge. Alors, je vais peu le développer, non pas parce que ce n'est pas important, parce que Myriam El Khomri va en reparler beaucoup, mais on verra que c'est essentiel à tout le reste. Les métiers, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gestionnaires, qui soient à domicile ou en établissement, nous disent tous c'est le problème d'attractivité de ces métiers, que déjà, ils ont des difficultés. Et donc, des difficultés qui font que quelquefois, ils sont obligés de baisser le niveau d'exigence pour simplement assurer la continuité du service. Baisser le niveau d'exigence, c'est des personnes qui font fonction, qui ne sont pas forcément qualifiées. Et donc, voilà. Alors, pourquoi c'est pas attractif? C'est pas attractif aussi parce que le taux d'encadrement n'a pas suivi l'exigence, vu la lourdeur des personnes, notamment en établissement. Et donc, s'il y a moins de moyens, s'il y a moins de personnes qualifiées, il y a aussi un travail qui n'est pas très valorisant. Et grosso modo, si on fait des toilettes tout le temps, évidemment, c'est pas perçu comme un travail hyper valorisant. Donc, un énorme sujet. Le reste à charge, évidemment, ça reste un sujet, notamment en établissement. Une demande de simplification de la prestation, parce que c'est très souvent un parcours du combattant, une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs, du médico-social, du sanitaire. Aujourd'hui, on est encore en silo, même entre l'hôpital et la ville. Alors là aussi, la crise sanitaire a permis quelques progrès. L'hôpital et les EHPAD commencent à mieux se connaître et on est obligé un peu de travailler ensemble. Donc il y a des progrès, mais il faut des crises, ce qui est un peu dommage. Et on n'a pas une organisation sur les territoires en continu de travail entre les acteurs, sauf quelques territoires expérimentaux qui ont travaillé sur les parcours des personnes âgées. L'image, elle est un peu écornée et d'ailleurs, du reste, ça ne concourt pas à l'attractivité parce qu'il y a une hétérogénéité et donc une forme quelquefois aussi de maltraitance. Donc, c'est un sujet. La prévention n'est pas suffisamment investie. Les solidarités de proximité, évidemment, c'est extrêmement important. Beaucoup de personnes âgées disent souffrir d'isolement. C'est notamment les enquêtes de Petits Frères des Pauvres qui nous le disent régulièrement. Et donc, on a un isolement, donc que ce soit chez soi ou d'ailleurs quand on est dans un établissement pour personnes âgées, on est très souvent aussi isolé de la vraie vie, si j'ose dire, de sa vie antérieure. C'est évidemment quelque chose qui est
mal vécue par un grand nombre de personnes âgées. Et plus globalement, alors je rappelle qu'on va vers un triplement du nombre de personnes âgées dans notre pays entre maintenant et 2050, et donc c'est ce que les uns et les autres appellent à entrer dans la société de la longévité. Nous allons avoir des personnes âgées qui vont être beaucoup plus nombreuses dans la société. Comment on construit cette société, y compris la ville, y compris le sujet des mobilités, y compris les rapports intergénérationnels, c'est tous ces sujets. Cela m'a amené dans le rapport à dire qu'il faut une approche systémique. Je dis, voilà, si on veut une vraie politique, une vraie stratégie, eh bien, il faut une politique systémique qui va de l'attractivité des métiers à une qualité de la prise en charge, à une stratégie de la prévention, à une stratégie de décloisonnement, de parcours, à une transformation de l'offre, parce que l'EHPAD d'aujourd'hui n'est plus celui qui satisfait les demandes des uns et des autres, et tous les acteurs, y compris les gestionnaires des EHPAD, en sont d'accord, et l'inclusion des personnes âgées dans la société. Donc, il nous faut effectivement travailler simultanément sur cet ensemble pour avoir une vraie stratégie du grand âge. Et donc, bien sûr, il peut y avoir des questions financières, etc., des questions de gouvernance, j'en dirai un petit mot, mais vous voyez bien que pour moi, l'essentiel, c'est effectivement cette stratégie d'ensemble. Alors, la création d'une branche peut être un instrument, parce que justement, une branche, elle permet de donner une visibilité à une politique, et de ce côté-là, moi je trouve que c'est tout à fait positif, évidemment, de reconnaître le sujet autonomie. Alors, le sujet autonomie, vous savez, la branche, elle n'est pas seulement grand âge, elle est aussi handicap, et donc de ce côté, c'est positif. Mais ensuite, c'est quand même une enveloppe, disons, une enveloppe, et il reste à construire, effectivement, à construire cette stratégie. Il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur tout ceci. Je voudrais juste dire un mot, peut-être, au sujet des parcours, parce que moi, j'insiste beaucoup sur ce sujet du décloisonnement entre acteurs, qui me semble essentiel à une meilleure prise en charge des personnes âgées. Et aujourd'hui, on a des prises en charge trop en silo, et donc qui conduisent notamment à trop de personnes âgées aux urgences de l'hôpital, alors que de l'avis des gériatres, de tous les experts, eh bien, le passage aux urgences n'est pas du tout souhaitable pour un grand nombre de personnes âgées. Quand il peut être évitable, il doit être évité. Alors, Agnès Buzyn avait repris cet objectif de 0 passage évitable aux urgences qui était dans mon rapport. La crise sanitaire a à nouveau donc poser cette question d'organisation de l'hôpital et de l'organisation avec les autres acteurs sur un territoire. On voit heureusement de plus en plus d'urgentistes qui disent on ne peut plus être le tout venant, et il faut accepter le tout venant, et il faut effectivement travailler sur les modes d'accueil, et puis évidemment développer des expertises extérieures pour éviter de faire déplacer les personnes âgées lorsque c'est possible et lorsque c'est évitable. Et donc voilà, ça fait évidemment partie de tout cela, mais ça nécessite sans doute de créer des incitations financières aux hôpitaux pour éviter les hospitalisations, les passages aux urgences évitables. C'est le fameux sujet de la T2A, de l'évolution de la T2A. Mais fluidifier les parcours, c'est aussi avoir des guichets d'entrée simplifiés pour les personnes, pour leurs aidants, évidemment, qui sont des personnes extraordinairement importantes dans cette histoire, dans cet accompagnement des personnes âgées, et aussi pour aider à coordonner les acteurs. Et c'est ce que j'ai appelé les maisons des aînés et des aidants, et je souhaiterais qu'elles soient généralisées. Et je dis ça parce que je disais définir dans la loi un droit commun au parcours de santé et d'autonomie. Finalement, quand on va réfléchir sur cette nouvelle branche de l'autonomie, je pense que c'est une branche très différente des autres branches, enfin évidemment qui s'inscrit dans le domaine global de la sécurité sociale qui est pour moi finalement une démarche solidaire de l'ensemble du pays en faveur de l'autonomie de chacun, de la naissance jusqu'à la mort, à travers ces différentes branches. Et donc c'est bien de rajouter une branche de l'autonomie, mais je pense effectivement que finalement, s'il y a un droit qui me semble fondamental à définir, ce n'est pas forcément un droit monétaire, même s'ils sont importants, évidemment. C'est un droit, ce que j'appellerais le droit au parcours. Alors, j'ai beaucoup de propositions sur le sujet, mais je n'ai pas le temps de développer. Je redis un mot sur la prévention, parce que c'est vraiment extrêmement important. Et on dit quelquefois, est-ce que la politique du grand âge, bon, on dit voilà, on en fait une priorité. C'est pas ça, voilà, faire une priorité par rapport aux autres générations.
Alors, d'abord, non sur le sujet emploi, sur lequel Myriam El Khomri reviendra, parce que moi je dis la priorité c'est les métiers, c'est l'attractivité des métiers. On a des réservoirs d'emploi intéressants pour les jeunes si on reconstruit ces emplois, notamment avec toute la partie relationnelle vis-à-vis des personnes. Si on dit bien que l'accompagnement, c'est évidemment pas uniquement des actes techniques, c'est autre chose. Donc ça, c'est fondamental de sortir la représentation des métiers de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement important. Et donc ça, effectivement, c'est offrir des possibilités aux jeunes. Et on sait qu'il y a évidemment des jeunes, alors c'est beaucoup de femmes d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, 93%, ce serait bien aussi que les garçons s'intéressent un peu plus à ces sujets, il ne faut pas désespérer, donc qui s'investissent sur ces sujets. Mais c'est aussi une politique de prévention à tous les âges, parce que essayer d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé, ben, ça se travaille très très tôt. Un tout petit mot pour finir sur les questions financières, pour dire évidemment, c'est une des questions qui a été, dont le contexte a été complètement transformé par la crise Covid. Donc, non pas les besoins de financement que vous voyez là, tels qu'on les avait établis et qui peuvent être discutés, mais disons l'ordre de grandeur de 10 milliards à l'horizon 2030 me semble toujours raisonnable. En tout cas un minimum, je dirais même. Mais évidemment, les ressources, évidemment, c'est un sujet beaucoup plus compliqué. Donc, le gouvernement a décidé d'une mission confiée à un ex-directeur de la CNSA, Laurent Vachey, pour travailler sur ces financements. Mais j'oserais dire que le sujet, c'est plus globalement le financement de la protection sociale. On avait une protection sociale quasi à l'équilibre et donc il s'agissait d'identifier les modes de financement pour ce risque de dépendance. Maintenant, on est dans un autre contexte où il faut aussi se poser la question globale de l'ensemble du financement de la protection sociale. La crise Covid renforce la pertinence de la plupart de ces constats. Une société pas si bien préparée que ça au vieillissement de sa population et donc des difficultés notamment dans un grand nombre d'EHPAD liées à ce sujet de faiblesse des ressources humaines. Et je dis ça tout en saluant évidemment l'engagement justement en fait d'autant plus remarquable, exceptionnel des agents des EHPAD qui ont fait face dans la crise. Donc ils sont d'autant plus méritants, si j'ose dire. Mais une continuité des services à domicile qui a été mise à mal parce que c'est des métiers peu reconnus, qui n'ont pas bénéficié de protection individuelle rapidement. Donc voilà, c'est le problème de reconnaissance qu'on voit aussi dans le fait qu'ils ne bénéficient toujours pas de primes à ce jour, contrairement au personnel des EHPAD ou des hôpitaux. Évidemment, la mise en place de solidarité pour lutter contre l'isolement social. On a vu beaucoup de solidarité dans la crise sanitaire, mais ça demande à être conforté dans la durée. La politique de prévention insuffisante, oui, y compris quelquefois effectivement sur des sujets d'hygiène, et puis globalement le médico-social qui n'est pas vécu comme un sujet prioritaire. Voilà tout ce que je voulais dire sur ces sujets. Vous aurez compris que la finalité pour moi d'une politique du grand âge, c'est finalement de se mettre dans la perspective de Pierre Laroque, dans ce célèbre rapport vieillesse des années 60, tout en évitant de faire naître chez les personnes âgées un sentiment de dépendance. Pourra-t-on respecter le besoin qu'ils éprouvent de conserver leur place dans une société normale, d'être mêlés constamment à des adultes et à des enfants? Mais pour tout ceci, et pour soulager les aidants des familles, il faut encore avoir des personnels qualifiés, je ne saurais trop le dire, et c'est là toute l'importance du sujet des métiers, et c'est pour ça que j'avais appelé un travail particulier sur le sujet, et je me réjouis qu'il ait été confié à Myriam El Khomri. Elle va nous en parler maintenant. Merci beaucoup, comme je disais Dominique, et bonjour à toutes et à tous, et je salue l'ensemble des professionnels du secteur, et je vous remercie de l'organisation, et je vous remercie de m'avoir convié à ce moment avec vous tous. Je suis tellement en phase avec ce que vous avez dit qu'il me semble que lorsqu'Agnès Buzyn m'a confié la mission en juillet dernier sur l'attractivité des métiers,
Pourquoi elle l'a fait? Elle l'a fait parce que c'était la première priorité quand même du rapport que vous aviez vous-même porté. Et l'enjeu n'était pas de refaire la concertation, absolument pas, mais c'était de trouver la stratégie opérationnelle. En effet, parce que comme vous l'avez à la fois montré dans la concertation et dans vos propos à l'instant, tout l'enjeu, c'est que on a quand même le sentiment globalement que le système administratif et financier ont pris le pas sur deux priorités qui vont ensemble, à savoir la qualité de service auprès des personnes âgées et la qualité de vie au travail des salariés. Et que c'est par la qualité de vie au travail des salariés qu'on arrive à avoir aussi une qualité de service, parce que on voit bien, on est sur des métiers dont le sens premier est dans le sens profond, et en effet de préserver l'autonomie de la personne. Ça veut dire que concrètement, oui, ça va plus vite très concrètement de faire une toilette à une personne plutôt que de l'aider à faire, mais le sens profond de ces métiers, c'est d'aider à faire. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de permettre aux salariés, donc c'est des métiers qui ont du sens, c'est des métiers qui donnent du sens, c'est des métiers non délocalisables, c'est des métiers d'avenir, on le voit, et on sort d'une crise qui a mis la santé humaine au centre de tout. Néanmoins, ils souffrent de beaucoup de maux, mais ils souffrent d'une dévalorisation, et même dans notre société en général. Alors ça touche bien sûr aussi à la crise, au regard que nous pouvons porter sur les personnes âgées dans notre société, et la phrase de Pierre Laroque sur la citoyenneté, elle est assez juste par rapport à cela, donc bien sûr, mais c'est aussi que on s'est toujours posé la question, nous, tout au long de l'équipe projet, pourquoi ces métiers sont si peu valorisés. Et oui, c'est des métiers, et une des raisons, c'est que c'est des métiers aussi qui sont aujourd'hui pas féminins, mais fortement féminisés. Donc on a un enjeu aussi derrière d'inégalités salariales qui sont extrêmement importantes. Pour venir très rapidement sur la méthode qui a été la nôtre à l'époque. Alors, la crise du Covid, pour moi, elle a montré l'urgence encore plus forte de la mise en œuvre d'un vrai plan autour de l'attractivité des métiers. Voilà. Nous étions déjà en situation d'urgence l'été dernier, et je pense que cette crise, les difficultés, la question des masques pour les aides à domicile, enfin, je pense que tout le monde a bien vu comment cette crise et la difficulté qu'ont eu les professionnels, notamment dans les EHPAD et dans les SAD au début de la crise, on voit bien que la question de leur reconnaissance, elle est bien sûr essentielle. Notre méthode, elle a été assez simple, c'est-à-dire que nous avons, au sein de notre équipe projet, lorsqu'Agnès Buzyn nous a sollicité en juillet dernier, de constituer une équipe réunissant bien sûr des personnes issues des différents secteurs, secteur lucratif, privé non lucratif, privé, secteur public, des collectivités locales, parce que les régions et les départements, les régions au titre de la formation, les départements, bien sûr au titre des financements des SAD, ont un rôle extrêmement important, et puis les professionnels de terrain. On avait une auxiliaire de vie et 2 aides-soignants du secteur public. Nous avons fait à peu près 150 auditions, 80 heures de visite de terrain. J'ai essayé d'aller un petit peu vite cette partie-là, mais je pense que les principaux constats qui ont été les nôtres, c'est à la fois, bien sûr, des forts besoins en recrutement. Aujourd'hui, un peu plus de 60 000 offres d'emploi qui sont non pourvues dans le secteur. Je le dis en écho à la crise économique et sur le front de l'emploi que nous connaissons, qui commence aujourd'hui et que nous allons malheureusement avoir des vraies difficultés dans ce cadre-là. Donc on voit bien que dans ce secteur-là, il y a des possibilités de recrutement, il y a des possibilités aussi de formation massive, et donc il va falloir qu'on mette en place une vraie stratégie aussi autour de cela. Donc des besoins en recrutement qui existaient avant, mais aussi, et vous l'avez dit, des personnes en perte d'autonomie qui passeront à peu près de 1 387 000, puisque c'était les chiffres de votre rapport, à 1 million, presque 1,5 million en 2025. Donc il y a aussi un vieillissement de la population, donc il nous faut aussi recruter plus. Des métiers qui sont peu attractifs, on l'a dit. Comment on constate moins 25% de candidatures, par exemple, sur le concours d'aide-soignant, mais des métiers aussi qui sont mal rémunérés. Vous avez certaines conventions collectives, je pense par exemple sur l'aide à domicile dans le secteur associatif, la convention collective de la BAD, qui est une convention collective à agrément du ministère, où on ne respecte pas les minimums conventionnels du SMIC. Donc concrètement, les personnes sont payées au SMIC, mais elles vont y rester entre 9 à 13 ans.
Donc lorsqu'on parle des enjeux de rémunération, c'est aussi la capacité à déployer des perspectives de carrière pour ces personnes, d'avoir des formations nouvelles et puis après des rémunérations associées à ces niveaux de qualification. 9 à 13 ans au SMIC, on voit bien que là, on a un vrai sujet par rapport à cela. Et puis un enjeu de précarité. On a eu une étude à l'époque de la DREES qui ont comparé les niveaux de vie à la fois des aides-soignants et les niveaux de vie des auxiliaires de vie, sachant que, vu les temps qui nous étaient impartis au mois de juillet dernier, nous avons concentré nos travaux sur les auxiliaires de vie ou accompagnants éducatifs et sociaux sur le domicile et sur les aides-soignants au sein des EHPAD. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres professions qui souffrent, d'autres professions où on a des difficultés de recrutement. Néanmoins, il nous a semblé que ces deux populations-là, il y avait une urgence extrêmement forte et qu'ils demandaient véritablement un plan massif d'investissement. Et donc, lorsqu'on a eu cette étude de la DREES, on a constaté un taux de pauvreté élevé parmi ces métiers et par exemple 17,5% de ménages pauvres parmi les intervenants à domicile. Un salaire moyen de 802 €, des horaires fragmentés, des temps de trajet qui ne sont pas financés de la même manière d'un département à un autre. Même s'il y a un avenant dans une convention collective, il y avait 30% des départements qui les mettaient en œuvre. Donc voilà, une situation extrêmement critique de ce point de vue-là. Et puis, des conditions d'exercice de ces métiers, et je parlais tout à l'heure de qualité de vie au travail, ce n'est absolument pas gadget, mais des conditions d'exercice qui sont extrêmement dures. Et bien sûr, accentuées par le manque d'effectifs, bien évidemment. Et donc, ça crée quoi? Ça crée des taux d'absentéisme qui sont extrêmement importants, qui peuvent aller de 8 à 15% en EHPAD et qui peuvent aller de 10 à 20% en SAD. Quand on sait qu'un point d'absentéisme, c'est entre 1,2 et 2 points de masse salariale, voilà, on voit bien là qu'une autre organisation de travail et des effectifs supplémentaires pourraient aussi diminuer cette facture-là. J'essaie d'aller vite, mais autre élément qui est indigne quand même de notre pays, c'est le taux de sinistralité pour les salariés dans le secteur du grand âge et de l'autonomie. Concrètement, vous avez un taux de fréquence des accidents du travail. Quand on a une moyenne des salariés français d'un taux de fréquence de 34 pour 1000 salariés, on est dans ce secteur-là à 100 pour 1000 salariés. Dans le bâtiment, qui a fait un grand effort, on va dire, sur les 10 dernières années, on est aujourd'hui à 60 pour 1000 salariés. Donc ça coûte aussi, ça se coûte à la branche AT&T près de 602 millions d'euros par an. Donc on voit bien que nous avons aussi une sinistralité record, parce que c'est des métiers qui ont une forte pénibilité. Il y a, bien sûr, on est confronté à l'affaiblissement du corps, de l'esprit, on est confronté à la mort, mais on est aussi confronté à une charge mentale, parce que si on n'est pas en capacité d'aller chez cette personne ce jour-là, la personne peut rester alitée. Donc on voit bien que ce n'est pas des métiers, voilà, c'est des métiers qui touchent, qui sont, je disais, très porteurs de sens, mais qui demandent un engagement des salariés qui est extrêmement important. D'ailleurs, nous avons abordé, je dis nous parce qu'on était une vraie équipe et que c'était un vrai travail collectif, on a abordé cette mission à la fois avec un état d'esprit fait de forte responsabilité, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une urgence qui était présente, mais aussi avec beaucoup d'empathie pour les professionnels, quels qu'ils soient directeurs d'établissement, qu'ils soient auxiliaires de vie. Pourquoi? Parce qu'on a senti véritablement une forme d'épuisement de l'ensemble de la chaîne. Voilà. Donc, c'est encore, les conditions d'exercice sont bien sûr encore un élément extrêmement compliqué, et puis aussi des métiers qui sont mal connus des jeunes générations, et que quand vous avez concrètement 49 certifications différentes pour le domicile, c'est compliqué de dire le nom de son métier, qu'il évoque quelque chose. Donc on a là aussi une méconnaissance. On présente parfois les auxiliaires de vie comme des aides ménagères, c'est pas la réalité de leur métier, mais ça engendre des explications avec les personnes dont elles s'occupent. Voilà, donc beaucoup de choses qui ont été constatées. Bien sûr, il y a des choses qui ont été mises en œuvre pour y remédier. Néanmoins, quand même, il y a aussi un sujet de gouvernance du secteur. Voilà. Ce n'était pas notre sujet, mais quand même, on a bien vu, il y a beaucoup de fédérations,
Il y a 4 recours différents lorsqu'on s'attaque à ce secteur-là. Vous avez 2 pilotes entre les départements, les ARS, donc tout ceci aussi explique la situation dans laquelle nous sommes. Ce que nous avons préconisé très rapidement, bien sûr, d'assurer des meilleures conditions d'emploi et de rémunération, augmenter le nombre de postes, le ratio. Je ne reviens pas, mais vous savez, depuis 2 jours, il y a le rapport de l'OCDE là-dessus qui est venu confirmer les propos qui étaient les nôtres, à savoir qu'il faut renforcer le taux d'encadrement, puisque nous avons un taux d'encadrement particulièrement faible par rapport aux autres pays. Donc, de ce point de vue-là, voilà, ça vient que confirmer. Deuxième sujet, c'est la rémunération. Il faut, bien sûr, l'urgence, c'est de remettre à niveau les rémunérations qui sont inférieures au SMIC, dans les grilles des conventions collectives, par exemple, du domicile, mais néanmoins, il faut qu'il y ait un travail de convergence de l'ensemble des conventions collectives, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de reprise d'ancienneté d'une convention à une autre, et donc nous sommes dans une situation où même les métiers ne se répondent pas forcément, et donc on voit bien que ça met le salarié dans une situation extrêmement complexe. Et puis, il y a beaucoup de choses sur les enjeux de mobilité, sur la possibilité de négocier une offre nationale compétitive pour équiper les accompagnants à domicile de véhicules, des choses de ce type qui leur permettra de retrouver aussi du pouvoir d'achat. Ça nous semble essentiel. Deuxième axe, c'est un axe très fort autour de la baisse de la sinistralité et la mobilisation de la branche AT-MP en prévention. C'est-à-dire on a proposé qu'il y ait 100 millions d'euros qui soient investis dans un programme national de lutte contre la sinistralité et de prévention des risques professionnels pour financer quoi? Des aides techniques à domicile, des aides techniques aussi dans les EHPAD, mais également des formations des salariés et surtout le remplacement de ces formations. Il en va de même des temps collectifs. Je disais, il y a une charge mentale qui est lourde. Il n'y a pas toujours de temps collectifs qui sont financés. Il y en a plus dans les EHPAD, bien sûr, que dans les SAD, mais il nous semble impossible de pouvoir mener ces missions-là sans avoir 4 heures de temps collectif par mois pour pouvoir échanger les pratiques. Et puis, il faut véritablement moderniser les formations, créer des passerelles. Et Dominique parlait de l'EHPAD de demain, mais je pense que nous, ce que nous avons porté aussi, c'est une forme de polyvalence aussi des salariés entre les EHPAD et les SAD, en tout cas la possibilité de passer du diplôme d'AES plus facilement, d'avoir une passerelle vers le métier d'aide-soignant, parce que nous considérons qu'on a un enjeu aussi de lutter contre les horaires fragmentés, de déployer le temps plein, et donc il faut être en capacité aussi à être peut-être plus polyvalent au sein d'un territoire. Donc c'est des choses que je pense que l'EHPAD de demain sera un EHPAD peut-être beaucoup plus ouvert sur la ville, donc il y a là aussi des choses qui nous semblent importantes. La gratuité de la formation, on est quand même dans un pays où la formation des médecins est gratuite, mais nous avons encore des aides-soignantes qui doivent débourser entre 5 000 à 7 000 euros de leur poche pour se faire financer une formation d'aide-soignant. Donc ça, c'est peut-être que 7% des aides-soignants aujourd'hui, mais ces 7%-là, il nous semble qu'il faut véritablement y remédier, réduire drastiquement l'éventail des diplômes, augmenter massivement. Nous avons que 600 apprentis aujourd'hui aides-soignants. Nous considérons qu'il faut véritablement déployer, porter presque à 10% la part des diplômes d'aide-soignants et d'accompagnants obtenus par la voie de l'alternance. Concrètement, ce que nous avons chiffré dans le rapport, c'est qu'entre les créations d'emplois, le remplacement des départs en retraite et mieux répondre au vieillissement de la population, c'est près de 390 000 personnes qui devront être formées d'ici 2024 sur ces métiers. C'est-à-dire un doublement des formations que nous avons tous les ans entre le métier d'AES, filière de vie, ou le métier d'aide-soignant. Donc, rien que pour les EHPAD et les SAD. Donc, on voit bien qu'il faut que nous soyons beaucoup plus souples en termes de formation, et donc il faut que nous arrivions véritablement à pousser différentes voies. Donc, il y a bien sûr la formation initiale, il y a aussi bien sûr la formation technique, mais au-delà de ça, il y a l'alternance qui doit être beaucoup plus développée dans le secteur, et puis la validation des acquis de l'expérience, parce que il y a tout un enjeu de glissement de tâches. Dominique en a dit quelques mots, mais cette réalité, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que bien souvent, vous avez une intervenant à domicile qui sent un peu le bouche-trou de l'ensemble des professionnels qui n'ont pas pu se rendre, qui n'ont pas l'ordonnance pour le pilier, qui n'ont pas le droit de mettre des bandes de contention, mais qui se retrouvent à faire ces actes-là parce que il y a une indisponibilité, soit de l'infirmier, etc. Donc ça peut exister. Donc l'enjeu, c'est de véritablement pouvoir aussi avoir une politique de VRE qui soit beaucoup plus dynamique. Et puis, il nous semble, vu
l'importance des troubles cognitifs et vu la volonté des Français de rester le plus longtemps possible à domicile, il nous semble qu'il faut aussi investir dans des formations spécifiques en gérontologie pour toute personne qui travaille auprès du public personnes âgées. Je pense notamment à la formation ASG, dont tout le monde évoque la qualité et qui nous semble importante à déployer. Et puis, il y a un quatrième levier, au-delà de la sinistralité, des conditions d'emploi et de rémunération et des enjeux de formation, il y a un quatrième levier qui est l'innovation pour transformer les organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service aux bénéficiaires, bien sûr, c'est le plus important, mais on se retrouve donc avec des responsables de secteur qui, vu qu'elles n'arrivent pas à recruter, 80% de leur temps va être mangé là-dessus. Et donc, on voit bien que des nouvelles organisations, avec peut-être plus de proximité, avec aussi des équipes peut-être plus autonomes dans ce secteur-là, nous semblent être aussi des voies à explorer comment, concrètement, en regardant l'impact sur le modèle économique, l'impact sur la qualité de service et l'impact sur la qualité de vie au travail. On a besoin de recherche, d'évaluation, de suivi, un peu de tout. Ces innovations aujourd'hui que nous voyons sur le terrain, mais qui demandent aussi que nous puissions faire quelque chose de tout ce qu'on apprend. Et puis nous avons aussi suggéré qu'il fallait bien sûr reconnaître l'intérêt de la pratique avancée en gérontologie, notamment pour les infirmiers, et donc véritablement soutenir le développement. Tout ça, on n'a pas besoin uniquement de la loi pour mettre en œuvre bon nombre de ces mesures. Nous avons travaillé à la fois avec le cabinet de la ministre du Travail et le cabinet à l'époque d'Agnès Buzyn. Et je sais qu'Olivier Véran aussi s'en préoccupe bien évidemment encore beaucoup aujourd'hui. Néanmoins, ce qui nous a semblé, on a pris à part également la proposition du rapport Libaud qui était l'utilisation de la CRDS. Maintenant, on ne va plus revenir là-dessus. Mais il y a des choses qui nous semblent impératives à faire bouger. Je vais vous donner un exemple qui va l'illustrer, mais la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires pour les organismes qui ne sont pas assujettis à la TVA, donc ils payent la taxe sur les salaires. Aujourd'hui, il me semble qu'elle est de 4,5% pour un mi-temps au SMIC et elle est à 13% pour un plein temps au SMIC. Clairement, ça ne favorise pas non plus un emploi de qualité, un emploi de temps plein. Donc il nous semble qu'il y a aussi des leviers financiers qui nous permettraient véritablement d'améliorer les choses et d'améliorer à la fois la qualité du travail et la qualité de l'emploi. Parce que sans amélioration de la qualité de l'emploi, nous n'arriverons pas à améliorer véritablement la qualité de service auprès des bénéficiaires. Donc vraiment, nous, voilà, il y a une soixantaine de mesures. Je ne dis pas qu'elles ne coûtent pas toutes cher. Voilà. C'est la capacité aussi à l'ensemble des organismes, à l'ensemble de pouvoir aller dans le même chemin. Et on voit bien que les enjeux de gouvernance quand même sont quand même un frein au déploiement de toutes ces mesures. Merci, Mme Comrie. Alors, j'ai un retour son. Pas trop agréable, mais je vais passer au donc, les questions qui vous sont adressées à vous, Myriam El Khomri, mais aussi à Dominique Libaud, tournent beaucoup autour de la question du pilote dans l'avion et de la question du comment. Donc, on va essayer de les prendre un petit peu au fur et à mesure. Si on vient sur des questions qui sont plus ponctuelles sur le comment, par exemple, quand on parle du problème des conventions, sur la question de la revalorisation des métiers, on l'a dit tout à l'heure, on a aujourd'hui un secteur qui, du point de vue professionnel et de son encadrement, est extrêmement fragmenté, extrêmement siloté. Vous avez évoqué le passage à une convention unifiée. Quel pourrait être le chemin? En tout cas, comment, au concret, peut-on aujourd'hui surmonter, par exemple, cette situation qu'on constate, où on a des conditions qui sont peu attractives, mais qui, de plus, se redoublent de disparités, avec d'ailleurs des difficultés certaines d'impulsion, c'est-à-dire de relais quand il y a un objectif qui est fixé de revalorisation sur les rémunérations. Bien sûr. Alors, il y a bien sûr sur cette question des conventions collectives un enjeu financier. Dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, il faut, bien sûr, que les conventions collectives soient appliquées, premier élément. Ça veut dire qu'elles doivent être opposables, notamment aux départements. Aujourd'hui, même avec un agrément, je vais prendre la convention collective de la BAD, c'est l'aide à domicile du secteur associatif. Quand vous avez un avenant 36 sur les temps de trajet, aujourd'hui, seuls 30% des départements ne le respectent.
Donc, nous avons suggéré dans le rapport de trouver un mécanisme pour sortir de l'agrément, parce qu'il nous semble qu'il faut rendre aux organisations et patronales et syndicales de refaire un vrai espace de négociation dans ce cadre-là, pour retravailler à des classifications, pour retravailler justement à des évolutions professionnelles. Alors on va pouvoir être soignant tutrice, parce qu'aujourd'hui par exemple dans les IFAS, seuls les infirmiers pouvaient être tuteurs. On a préconisé dans le rapport qu'on puisse avoir des formateurs au sein des soignants, donc ça va demander aussi des rémunérations associées. Donc déjà, avant d'être avec une convention unique, je pense qu'il faut déjà réussir à faire converger les conventions sur la question de la reconnaissance de certains diplômes et puis essayer de faire des passerelles entre les uns et les autres. Ça, c'est un premier point. Je ne pense pas qu'on ira tout de suite vers une convention unique. On voit déjà à quel point le débat, et je le dis très tranquillement, voilà, j'avais porté la restructuration des branches professionnelles dans une loi en 2016. Elle me semble toujours d'actualité. Je pense que c'est essentiel pour le pays parce que les métiers changent beaucoup. Et il faut être en capacité de créer des passerelles d'une branche à une autre. On sait toutes les difficultés, donc ça demande un travail, bien sûr porté par la Direction générale du travail, mais ça demande un travail de rapprochement. Mais avant cela, il faut qu'il y ait une envie des fédérations de travailler ensemble. Et donc, avant d'arriver à une convention unique, donc il y a un premier pas qui est, est-ce qu'on ne peut pas avoir une forme de convention socle? Et avant cela, il faut qu'il y ait un rapprochement des fédérations. Voilà. On a des fédérations extrêmement éclatées dans le secteur, toutes de bonne foi, parce que enfin, c'est un secteur qui s'est aussi beaucoup autorégulé au début. Et je pense que ça, c'est le fruit de l'histoire. On ne va pas aujourd'hui leur reprocher. Néanmoins, aujourd'hui, il me semble qu'on doit un peu accélérer le mouvement de rapprochement pour essayer d'avoir un paysage conventionnel pas éclaté entre 7 branches. Il y a eu une restructuration des branches qui a été portée par des OPCO, pardon, qui a été portée par Muriel Pénicaud. Il y en a 11 au niveau national sur tous les métiers. Vous faites une réunion avec les OPCO du secteur, vous avez 4 OPCO autour de la table. L'OPCA du public, l'OPCO de cohésion sociale, l'OPCO santé et l'OPCO entreprise de proximité. Donc on parle des mêmes métiers, enfin bien souvent on parle des mêmes métiers. Voilà. Donc moi c'est ça qui m'apparaît. Donc il doit y avoir, à mon sens, le premier sujet, c'est les qualifications. C'est les qualifications et les passerelles. Et je pense qu'autour de ce premier sujet, on peut avancer beaucoup plus vite. Parce que justement, si on est sur cette question de calendrier et pour essayer de rendre encore plus concret le propos, parce que les questions vont en ce sens, donc vous parlez d'avoir une première étape qui sont une convention socle qui permettent de faire coexister un socle et la diversité. De même, de conserver ce qui est l'héritage institutionnel de la diversité des OPCO, qui même après réforme n'est pas complètement résorbé pour ce que vous dites, vous soulignez bien des mêmes métiers, en entrant par les qualifications, ce qui pourrait quand même rester un chantier de simplification, vous l'inscririez sur quelle temporalité? Entre ce que peuvent être des étapes à brève échéance et concrètes, et puis, ce que peut être un chantier de simplification pour aller vers ce que certains appellent de leur vœu dans le registre des métiers du lien ou d'une refondation plus franche de ces métiers? Alors, moi, je pense, personnellement, je pense qu'il faut créer le secteur du prendre soin. Et ça, il doit être créé le plus rapidement possible. L'urgence, l'urgence, et d'ailleurs, à l'époque, en octobre, quand on a remis le rapport, on disait qu'il fallait un projet de loi de finances rectificative pour 2020 pour mettre à niveau déjà les conventions collectives qui étaient en dessous du SMIC. Voilà. Donc ça, c'est une urgence. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est déterminant et qui est essentiel. On ne peut pas laisser des gens au plancher de 9 à 13 ans. Voilà. Donc là, il y a une urgence selon certaines conventions collectives qui demandent un traitement particulier. Après, il y a d'autres questions qui sont venues, on va dire, pour poser des difficultés. Prenons les choses de façon très concrète. Vous avez le secteur associatif, le secteur public, le secteur lucratif. Aujourd'hui, on voit bien que les trois sont très concurrentiels. On voit bien, par exemple, que dans le débat que nous avons eu sur la retraite, il y avait la prise en compte de la pénibilité, par exemple, des aides-soignants.
très concrètement, la fin de la catégorie active qui était sur la table au moment de la réforme de les retraites, ça rendra moins attractif le secteur public, qui était une des raisons de l'attractivité. Donc, je ne peux pas vous dire, tout cela est il y a des enjeux de pénibilité, il y a des enjeux de rémunération, il y a des enjeux de qualification. Je pense que le premier sujet, c'est l'enjeu de rémunération. S'agissant des rémunérations, voilà, quand je vous dis qu'il y a un taux de pauvreté de 17,5%, je pense qu'on n'a pas besoin de plus d'arguments pour traiter cette question des intervenants à domicile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est véritablement le rapprochement des fédérations. Il y a des rapprochements qui sont en cours aujourd'hui. Voilà. Comment nous pouvons l'accélérer? Comment l'État peut, avec les départements, être un peu aussi médiateur sur ces enjeux-là? Moi, ça me semble être un élément important. Il y a trop de il y a beaucoup de fédérations et aujourd'hui, je ne pense pas que ça aide le secteur. Toujours dans l'ordre de la question des rémunérations, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le Ségur de la santé qui s'ouvre au personnel d'EHPAD, mais qui semble encore ne pas avoir mis dans son périmètre de discussion la question des intervenants au domicile? Je trouve ça regrettable. Moi, j'ai le sentiment qu'à ce stade, c'est très hospitalo-centré. La question des EHPAD va bien sûr, enfin je l'espère, il me semble qu'elle sera bien évoquée dans le cadre du Ségur, mais l'aide au domicile est le grand absent. Et je pense qu'il faut véritablement intégrer l'aide à domicile. Je veux dire, le métier du soin et du prendre soin sont des métiers qui sont assez proches et qui demandent, enfin, on ne rendra pas attractif si on n'est pas en capacité à trouver des perspectives de carrière pour l'ensemble de ses salariés. Dominique, tout à l'heure, parlait de la formation et du besoin d'avoir des personnes formées auprès des personnes âgées. La réalité aujourd'hui que nous constatons sur le terrain, c'est que pour des raisons financières, on demande de ne pas avoir plus de 20% de personnes formées dans tel ou tel service. Voilà, donc on a un discours qui est complètement mis des équations totales avec l'ambition qu'on voudrait donner à cette politique-là aujourd'hui. Donc, c'est bien autour de cet enjeu de qualification et il me semble que si nous sommes en capacité d'avoir des intervenants de qualité dans les EHPAD et dans les SAD, cela permet notamment de limiter les problématiques que nous pouvons avoir aux urgences de personnes âgées. Et donc, il y a un lien extrêmement fort entre l'EHPAD, le SAD et l'hôpital. Et c'est en fait, en tout cas pour ma part, j'émets le souhait que le domicile soit véritablement intégré dans le Ségur. Alors, je sais que par ailleurs, il y a une concertation un peu parallèle qui va être mise en œuvre. On attend la jonction, on va dire comme ça. Bon, en tout cas, votre propos rencontre beaucoup d'échos sur le chat et beaucoup d'assentiments. Dernière question pour vous, Madame Myriam El-Khomri, dans la perspective de convergence, parce que c'est une question qui a été répétée par 2 fois. Dans ces perspectives de convergence, est-ce que vous intégrez aussi le rapprochement entre l'offre à destination des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes en situation de handicap? Alors, nous n'avons pas préconisé ni étudié des choses en la matière. Donc, voilà. Mais lorsqu'on parle de l'autonomie, le rapport, nous avons considéré les intervenants à domicile qu'ils interviennent auprès des publics en situation de handicap ou des personnes âgées. Sur le domicile, nous n'avons pas fait de distinction par rapport à cela. S'agissant des établissements, nous voyons bien que les ratios d'encadrement sont complètement différents. Et peut-être pour un public qui n'est pas toujours au fait de ces différences, il est différent dans quel sens? Où est-il plus favorable? Il est plus favorable pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'était pour partager. Nous avons toujours du temps. Dominique compléter là-dessus parce qu'il est... Non, mais je partage évidemment le constat, ça, évidemment. Donc, mais je suis comme vous, en même temps, j'ai travaillé aussi sur le périmètre grand âge et donc j'avoue aussi que tout le sujet, il y a un sujet effectivement devant nous avec la branche qui est effectivement de regarder tous les ponts et ils sont nombreux, bien sûr le sujet des métiers, mais le sujet des aidants, mais beaucoup d'autres sujets évidemment. Évidemment, la CNSA est tout à fait
légitime, effectivement, et bien placé pour piloter et regarder ces synergies et ces points communs, évidemment. Peut-être j'en profite juste un instant pour vérifier si Madame Marianne Monchamp a pu nous rejoindre. Madame Monchamp, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends et je vous vois. Ah, on en est ravis. Je suis très heureuse d'y être parvenue et je veux remercier publiquement Gabriel Pagné, sans lequel rien n'aurait été possible. Et je salue Dominique Libaud, je salue Myriam El Khomri et je vous salue aussi, Marine Boisson-Cohen, que j'ai le plaisir de retrouver dans un autre cadre que celui où je vous vois d'habitude. Exactement, comme conseillère scientifique de l'EN3S. Bonjour, Marianne. Il y a une proposition que l'on pourrait vous faire qui serait de regrouper peut-être les temps de discussion relatifs à la question de la branche, de quel périmètre pour la future branche, de son articulation avec les autres branches, avec les conseils départementaux, peut-être au dernier temps de nos échanges, après l'intervention de Madame Monchamp, et peut-être de faire un focus sur une des composantes qui a été exposée de la stratégie dans une approche systémique. Je pense que l'approche systémique a été extrêmement bien partagée, où on voit bien que chacune de ces dimensions est dépendante de la réalisation des autres dimensions. Une attire particulièrement l'attention dans les questions de nos auditeurs, qui est celle de la prévention. Et donc là, à nouveau, sur un souhait de concrétiser peut-être un peu plus dans le propos ce que peuvent être les leviers et les moyens, et des questionnements sur l'efficacité aujourd'hui du modèle des conférences des financeurs, la prévention de la perte d'autonomie, et la dispersion finalement de la mission de prévention entre différents acteurs, notamment les acteurs CNAF-CARSAT, demain la 5e branche. Donc, Dominique Libaud, pour vous, quels étaient les leviers finalement concrets d'une plus grande efficacité dans notre action de prévention? Sur la prévention d'abord, je dirais la réponse un peu comme sur la petite grand âge, il faut une stratégie de prévention. Je ne suis pas sûr qu'on en ait une non plus. Alors, on a essayé dans le rapport, et notamment avec l'aide de Bruno Velas, qui est un gériatre qui travaille beaucoup avec l'OMS, de développer une approche héritée d'une approche de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle ICOP, dont l'idée c'est de maintenir les fonctions. C'est de dire d'abord c'est quoi la finalité d'une politique de prévention, et dire finalement c'est pas forcément de guérir d'une pathologie. On sait qu'on peut vivre avec une pathologie donc de façon chronique, c'est de maintenir le plus longtemps possible les différentes fonctions de la personne. Et ensuite, c'est une approche à plusieurs stades de la vie. Je le disais, ça commence très tôt parce que voilà, enfin les observations montrent aussi qu'on va retrouver des éléments assez classiques que l'on connaît sur la nutrition, sur l'exercice physique, etc. Bon, donc tout ça, on va le retrouver évidemment comme des éléments d'une politique de prévention. Il y a des moments clés qui peuvent être identifiés, notamment des moments, par exemple, au moment du passage à la retraite ou un peu après. Alors ça, on en discute avec Bruno Velas, pour des bilans, mais qui ne doivent pas être simplement de la personne, mais aussi de son environnement. Donc, y compris le logement, y compris un certain nombre d'aspects qui permettraient des bilans prévention. Et du reste, Agnès Buzyn, peu avant de quitter son poste, avait fait des premières annonces sur le sujet, et notamment couplé avec l'assurance maladie et le rôle des centres d'examen de santé de l'assurance maladie. Donc oui, et je le redis, les CES peuvent jouer un rôle très utile dans des bilans de prévention rénovés. Il y a une notion qui est très importante dans les politiques de prévention telles que nous l'indiquent aujourd'hui les gériatres, qui est ce qu'on appelle le repérage de la fragilité. C'est-à-dire d'identifier suffisamment tôt des éléments avant le début de perte d'autonomie qui sont voilà, ce qu'on appelle donc la fragilité, qui sont un concept qui est à la fois physiologique, mais aussi social. C'est à la fois des éléments qui sont le début de
petites difficultés à marcher éventuellement ou à marcher rapidement, etc., mais aussi des éléments liés à la précarité, à l'isolement, etc. Parce qu'on voit aussi, évidemment, et j'en terminerai par là, sur ces politiques de prévention, qu'il y a aussi des inégalités sociales, évidemment, dans ces sujets, comme dans tous les sujets de santé. Et c'est une des raisons, parmi d'autres, qui font que moi, je tiens beaucoup à la synergie entre le sanitaire et le social dans ces politiques grand âge et notamment dans ces approches prévention. Et ça peut répondre en partie aux questions de dispersion des acteurs évoquées par les uns et les autres. Je partage entre nous cette idée de dispersion et c'est en ce sens que la conférence des financeurs est un premier pas dans une forme de coordination sur un territoire. Et je pense que de l'avis des uns et des autres, c'est plutôt une possibilité intéressante qui a été plus ou moins exploitée, bien exploitée sur les territoires, évidemment ensuite, mais plutôt intéressante. Mais par exemple, pour revenir au seul sujet de la sécurité sociale, et parce qu'on a qu'on a pas mal d'auditeurs venant des caisses de sécurité sociale, moi, je souhaiterais très honnêtement, et ça commence un peu, mais une approche plus de synergie plus forte entre la branche maladie et la branche vieillesse, entre les CARSAT et l'assurance maladie sur ces sujets de prévention, notamment en croisance sanitaire et sociale. Alors, par exemple, il y a des expérimentations, ne serait-ce que du repérage, de data mining, enfin pour repérer sur des critères, par exemple, quelqu'un qui n'a pas vu de médecin pendant très longtemps et qui est en même temps en situation de précarité, là, on peut penser que c'est quelqu'un sur lequel il faut à faire une action préventive, une action proactive suffisamment tôt. Parce que c'est bien, par exemple, d'organiser des séances donc sur les chutes, par exemple, comme font les CARSAT, hein, franchement, c'est bien. Mais on se doute que vraisemblablement, ils viennent ceux qui sont déjà bien au fait de ce genre de propositions et qui sont sensibilisés. Donc, voilà, on va avoir un vrai sujet, vraiment aussi de lutte contre les inégalités. Ça passe par une action plus croisée du social et du sanitaire et donc plus transversale entre les caisses de sécurité sociale notamment. Donc une réponse par la coordination et pas la recherche forcément d'un pilote unique, comme certaines questions peut-être souhaiteraient l'induire. Donc il est 15h29, ce qui nous inviterait, je pense à ce stade, à inviter Marianne Monchamp à intervenir. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de préoccupations qui se sont déjà exprimées au travers des questions, beaucoup d'interrogations sur ce que pourra être la future branche, la future 5e branche. Et des sous-questions. La CNSA et sa 7e branche, quelle articulation cette future branche et des autres branches existantes, également quel financement. C'est encore aujourd'hui affaire de réflexion, mais je crois qu'on aura un éclairage tout à fait essentiel avec Marianne Monchamp, présidente du conseil de la CNSA. Et je vais vous laisser la parole. Je pense qu'il nous permettra peut-être d'avoir un temps de questions-réponses croisées avec l'ensemble des intervenants avant de nous dire au revoir à 16h. À vous, Marianne. Merci beaucoup, Marine Boisson-Cohen. Merci, cher Dominique Libaud, de m'avoir invitée à être des vôtres aujourd'hui. J'en suis très, très heureuse et je salue tous ceux qui nous écoutent. C'est effectivement un temps tout à fait important que celui que nous vivons. D'abord parce que nous sommes dans une situation de l'après-crise Covid qui appelle évidemment beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes et une très grande résilience parce que nous voyons que cette crise a des conséquences considérables sur notre système de protection sociale et de manière beaucoup plus générale sur nos grands équilibres économiques et sociaux, mais également parce que de cette crise, nous avons appris un certain nombre de choses qui, à n'en pas douter, ont contribué à faire émerger cette branche, en fait cette 5e branche de protection sociale, dans les conditions que nous savons, c'est-à-dire portée dans le cadre d'une loi organique visant à transférer une partie du déficit de la sécurité sociale à la caisse d'amortissement de la dette sociale. Bref, des conditions que très franchement, si nous nous étions ensemble interrogés sur le sujet et en nous demandant comment cette branche pourrait naître, je ne suis pas sûre que nous y aurions répondu par le chemin qui est
celui que nous empruntons aujourd'hui. Mais l'important, c'est l'ivresse. Et donc, nous avons, je crois, toute la possibilité de nous réjouir collectivement de cette croisée des chemins, de cette chance qui nous est donnée. Sans être trop longue sur l'émergence de la branche, peut-être demandons-nous très vite ce que Covid a pu nous appeler, qui nous a conduit à décider ou à faire que la représentation nationale décide d'inscrire le principe de la création d'une 5e branche accessoirement, comment dirais-je, confiée pour en être le chef de file à la CNSA, pas plus tard qu'il y a de cela une dizaine de jours. Je crois que cette crise Covid, avec les dispositions de l'état d'urgence destinées à protéger les Français de la cinétique du virus, a pu nous montrer qu'au fond, ce qui manquait en protection sociale, en tout cas ce qui n'était pas suffisamment explicite dans l'intention, dans un grand dessein de la protection sociale, c'était sans doute la volonté de soutenir l'autonomie de nos concitoyens. Parce qu'au fond, l'autonomie de nos concitoyens, on le trouve, enfin cet enjeu, on le retrouve dans toutes les autres branches. Parce qu'aujourd'hui, la branche maladie, bien sûr qu'elle est là pour solvabiliser du soin, bien sûr qu'elle est là pour offrir des services en santé, mais au-delà de cela, face à l'évolution du risque en santé, qui nous amène de plus en plus à faire face à des pathologies chroniques, on voit bien que l'un des enjeux est évidemment de soigner, autant que faire se peut de guérir, mais le plus souvent de permettre à nos compatriotes de vivre, de rester des citoyens, alors même qu'ils sont malades. La situation de la famille, au fond, qui a peut-être beaucoup plus de proximité avec ce que serait la future branche autonomie, n'est pas très différente. Bien sûr qu'on continue d'être dans l'approche de soutien à une politique familiale telle qu'elle a été pensée après la Seconde Guerre mondiale. Mais convenons-en, un des défis de la famille contemporaine, c'est d'être capable de faire face à toutes les complexités de la famille dès lors que la famille est monoparentale, dès lors qu'elle est défavorisée, dès lors qu'elle est fragile, dès lors qu'un accident de parcours survient qui complique évidemment la vie de la famille et la recherche d'autonomie pour la famille. L'idée d'une politique de protection sociale qui la laisse au fond être cette cellule essentielle de la vie en société, prospérer, se développer dans toute son acception et avec toutes les variétés des formats de famille aujourd'hui, on voit bien que tout ça c'est connexe. Alors je vous passe l'énumération sur la vieillesse et sur AT-MP, mais je crois qu'on peut se dire qu'au fond, à l'orée de cette période où nous allons ensemble fabriquer cette branche, on peut se dire qu'à la fois, elle renvoie à une politique spécifique, esquissée dans une large mesure par un certain nombre de textes portant sur l'avancée en âge de la société française, portant sur l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, mais et portant aussi création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en premier lieu en 2004, mais que très au-delà de cela, donc qui serait en quelque sorte, si vous me permettez l'expression business as usual, un peu réaménagé, densifié par les enjeux de l'avancée en âge de la population française. C'est en plus de cela un véritable potentialiseur, je ne sais, pardonnez-moi pour le barbarisme, des autres branches qui ont bien besoin de s'adosser à une politique de l'autonomie. Et c'est ce qui fait dire aux interlocuteurs que vous entendez qu'il faut décloisonner, qu'on ne peut pas penser le Ségur de la santé sans l'aide à domicile, j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire qu'au fond, tout ça ne fait qu'un tout, une grande stratégie, comme dirait Dominique Libaud, un grand enjeu, au fond, d'une acception contemporaine de la santé publique fondée sur la liberté du choix, sur la capacité à être soi-même et à ne pas être dépossédé de soi au motif qu'un coup du sort survient. Et au fond, le cahier des charges de cette branche, on le voit, s'est déplacé. Souvenez-vous, Dominique, quand au lendemain de la grève des EHPAD, le président de la République, nous n'étions pas si loin dans cet hémicycle à Montpellier, où il a annoncé au fond la création, enfin cette volonté de réforme qui n'était pas dans son programme présidentiel, faut-il le rappeler, portant sur la réforme de l'âge,
Nous étions drôlement contents parce qu'on s'est dit enfin, peut-être allons-nous y arriver. Mais à ce moment-là, toute notre énergie était centrée sur l'avancée en âge et les travaux que vous avez portés et qui font date, tout le monde le sait, et auxquels très modestement j'ai, grâce à vous, pu apporter une contribution avec le conseil de la CNSA, dessinaient au fond une réponse à la question du vieillissement. Mais depuis Covid, on est en quelque sorte, on a élargi le cadre, ou en tout état de cause, on a élargi les enjeux à des enjeux plus génériques, plus sous-jacents au fond à ce que doit être une politique de l'âge, c'est-à-dire une politique de l'autonomie. Alors évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Ça pose la première question qui est de savoir ce qu'on entend par autonomie. Il va falloir s'atteler drôlement vite à une définition un peu charpentée de l'affaire, parce qu'on voit bien que cela peut être, comment dirais-je, sujet à de nombreux, soumis en tout cas à de nombreuses appréciations qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon l'endroit où on vit, selon la situation de nos concitoyens. Mais au-delà de cela, il va falloir se poser d'autres questions qui sont des questions de comment ça se pilote un bazar pareil, parce qu'en effet, on n'est pas du tout, mais pas du tout, dans la logique des branches normatives, pardon d'être un peu caricaturale, elles ne sont pas que normatives, je le sais bien, mais d'essence un peu normative, telles que nous les avons imaginées ou telles que nos grands anciens les ont imaginées, même si Pierre Laroque, déjà dans sa vision, qui ne faisait au fond que retraduire un grand dessin politique qui était celui du CNR et celui d'Ambroise Croizat, a pu théoriser au fond une partie de ce cahier des charges de l'autonomie. C'est présent dans cette réflexion et c'est présent évidemment dans la pensée, la vision très structurante de Pierre Laroque. Donc, il y a la question évidemment du pilotage qui appelle plusieurs considérations. Déjà celle du pilote où l'État est un État moderne, parce que là encore, Covid a été quand même très instructif. Dans les ratés de Covid, on a bien vu que beaucoup de ratés, ou un certain nombre d'entre eux, étaient quand même un peu contingents des modes de pilotage de l'affaire. L'inertie, les contre-ordres, des approches normatives à contre-temps, qui d'ailleurs ont beaucoup stimulé l'initiative des acteurs. Moi, il faut avoir entendu, c'était le soir à 22h, ces directeurs d'établissement qui me téléphonaient, ces présidents de conseils départementaux qui me passaient un coup de fil en me disant « Marianne, mais c'est terrible, il faut de l'oxygène, il faut des masques, il faut des trucs et des machins ». Et la conclusion 2 jours plus tard, c'était écoutez, laissez tomber, on s'en débrouille tout seul. Pardonnez-moi, je suis un brin caricatural, mais ça retraduit quand même un peu l'état de la question. Et d'ailleurs, l'État s'est adapté à cela. Et de nombreuses agences régionales de santé, qu'aujourd'hui on critique à tort, mais de nombreuses agences régionales de santé, quand elles ont intégré que leur A de ARS voulait dire agence, et quand elles ont au fond co-construit avec des élus territoriaux, avec les préfets qui ont eu également un rôle très important dans cette affaire, une communauté de réponse, alors on s'est rendu compte que l'on renforçait la capacité, le pouvoir d'agir, comme on dit parfois dans le monde du handicap, le pouvoir d'agir des différents acteurs et parties prenantes. Ça m'amène à dire que la 5e branche, c'est aussi une affaire de réforme de l'État. D'un État qui doit se penser en partant du bas, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas de politique de l'autonomie sans adresser la personne et il n'y a pas de politique de l'autonomie sans penser le territoire. Parce que l'autonomie, c'est pas hors sol. L'autonomie, c'est une question d'hommes et de femmes qui veulent vivre citoyens là où ils vivent, comme ils vivent, quel que soit leur âge, leur situation de santé ou leur situation de handicap. Et ça, c'est en effet un projet politique, un projet, j'ose le dire, de concorde nationale, si vous voyez ce à quoi je fais allusion en ce moment. Au-delà des questions dites de pilotage ou de gouvernance dans le cadre d'une politique publique qui assumerait pleinement la dimension de l'autonomie comme sous-jacent d'une politique de protection sociale, il y a des questions qui fâchent. Une des questions qui fâche, c'est le pognon, c'est-à-dire que où est l'argent? Dites-moi où est l'argent. Or, il se trouve que nous avons un défi, sans doute comment dirais-je, une malchance
et en même temps une énorme opportunité post-Covid. C'est que l'argent, on a vu que ça allait être compliqué. L'action et des comptes publics a dit au Sénat, puis un mois plus tard à l'Assemblée nationale, l'état des comptes de l'ACOSS. Là, on a tout de suite compris ce qui était en train de se passer, c'est que notre système de protection sociale, qui était en train de retrouver l'équilibre, allait de nouveau générer des déséquilibres. Nous avons voulu croire, pour des raisons pratiques, qu'il ne s'agissait là que d'un déséquilibre endogène, comme si c'était l'excès de dépenses de soins qui avait fabriqué le déséquilibre de l'ACOSS. En réalité, tout ça s'est mélangé. Oui, il y a eu certaines dépenses en soins qui ont surchauffé, mais à côté de ça, d'autres ont sous-chauffé. Nous le savons, c'est la ville, ce sont les spécialités qui n'ont pas été sollicitées pendant 3 ou 4 mois. A contrario, ce qui a surchauffé, ce sont les dépenses en protection sociale dans le champ élargi de la protection sociale qu'est le chômage partiel, et le chômage tout court, mais le chômage partiel. Et ce qui a évidemment affecté nos comptes sociaux, ce sont les recettes. Tout ça pour dire que le paysage, si on veut être réaliste, ne nous permet pas de dire que même si le slogan est « quoi qu'il en coûte », que nous pourrons comme ça, d'un revers de main, trouver des flux financiers à l'intérieur de la Sécu pour abonder au fond ce 5e risque versus 5e branche. Et donc, c'est là que réside tout à la fois la malchance et la chance. La chance, c'est que le ministre nous a promis 1 milliard d'euros pour bientôt, sans doute en PLFSS. Nous ne boudons pas notre plaisir. La chance, elle est un peu distanciée. C'est cette affectation de 0,15 points de CSG en 2024 et pas avant. Réfléchissons bien. Il s'agit d'une ressource destinée à financer l'apurement de la dette sociale. Donc, ça sera 2024, point barre, si ça advient. Mais ça fait partie du texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. La CNSA aura donc le bonheur de se voir dotée de 2,3 milliards d'euros en 2024 pour renforcer les politiques de l'autonomie. Mais avec, cher Dominique, 2,3 milliards d'euros plus le million, si je fais une addition vite fait qui ne ressemble à rien, on est loin de l'estimation des besoins de financement qui sont évidemment ceux de l'avancée en âge de la population française sur fond de politique de l'autonomie. Et je ne compte même pas là les comptes de la convergence PAPH dont on sait qu'ils rajoutent à l'addition et aux besoins de financement de la dite branche, parce qu'avec le Conseil de la CNSA, nous militons pour la convergence des politiques de l'âge et des politiques en faveur des personnes en situation de handicap. Mais alors, il est où l'argent? On le trouve où? Moi, je vais vous dire, c'est par la lecture assidue de l'annexe 1 au PLFSS, dont je me demande comment, avec quelle agilité on pourra essayer de la transformer en une annexe 7 qui nous est promise, qui permettrait d'élargir le périmètre de l'effort de la nation en faveur de l'autonomie, que l'on n'a pas une partie de la réponse. Et je vais essayer d'être explicite sur le sujet. Quand on consulte l'annexe 1 au PLFSS, on constate que la nation consent aujourd'hui un effort de 66 milliards d'euros aux politiques de l'autonomie. Alors, je suis bien d'accord que dedans, on y met la hache, on y met la GFIP et le FIPHFP, toutes sortes de choses. Évidemment, les dotations des collectivités territoriales à la politique de l'autonomie, la Sécu, l'État, bref. Mais n'empêche que l'agrégat à 66 milliards d'euros, il mérite quand même le détour. 66 milliards d'euros, c'est pas tout à fait rien. Ça n'est plus du tout l'épaisseur du trait. Et quelque part, je me dis que si cette branche, nous en avons une vision suffisamment large et systémique pour reprendre des mots qui étaient prononcés tout à l'heure, et que nous imaginons qu'en tant que pilote et régulateur, elle a la capacité, y compris dans le cadre d'une loi de programmation par exemple, d'imaginer comment d'autres politiques publiques peuvent venir l'abonder. Vous parliez du logement, Dominique, mais vous avez tellement raison.
prévention et logement, il y a un moment, il y a une articulation extrêmement fine. Ça ne suffit pas pour aborder la question de la prévention, mais au fond, on voit bien que tout ça est complètement imbriqué. Si demain, les salles de bain de Julien de Normandie à 2 milliards d'euros sont au fond dans cet agrégat, et si au fond, un pilote qui s'appelle l'institution de la branche contribue déjà à rendre explicite cet effort augmenté de la nation, contribue à garantir sa bonne affectation aux bonnes personnes au bon endroit. C'est autant d'efforts qui va vers la politique de l'autonomie et qui permet d'augmenter notre capacité à faire, entre autres, de la prévention. Quand Myriam El Khomri a raison, évoque le délabrement de la situation de la rémunération des personnels du domicile. Mais au bout de combien de temps accepterons-nous de penser que le secteur médico-social, qui englobe, comme on sait, le secteur du domicile, est un secteur économique à part entière? Moi, j'entends bien qu'on rend flou le tourisme, qu'on rend flou l'agriculture biologique et la bagnole propre, je m'en réjouis. Mais au fond, je me dis que dans l'effort d'un plan de relance, consacrer une partie de cet effort au soutien économique d'un secteur clé pour l'autonomie de nos concitoyens permettrait par un meilleur fléchage et un volontarisme politique, non pas d'avoir plus d'argent, mais d'avoir mieux d'argent et surtout d'avoir un pilotage efficient des politiques publiques dont l'objet serait alors, pour une part, de converger vers une politique de l'autonomie qui dirait son nom. Et je terminerai en disant que tout à l'heure, on a parlé de la conférence des financeurs. J'adore ce truc. J'adore la conférence des financeurs. Ce que je n'aime pas dans la conférence des financeurs, c'est le saupoudrage. Ce que je n'aime pas dans la conférence des financeurs, c'est le caractère totalement illisible du résultat qu'elles produisent. En revanche, ce que j'adore, ce qui me rend fan des conférences des financeurs, c'est le modèle, c'est le logiciel, qui consiste à partir d'une réalité territoriale, dans le cadre d'une politique publique, à mettre autour de la table tous ceux qui en sont partie prenante, pour leur demander la part qu'ils portent, au fond, à la réalisation, à l'effectivité de ces politiques. Ça, c'est du pilotage moderne. Et c'est ainsi que dans l'ordre des facteurs, vous voyez, je pense que parler de branches, et en particulier parler de 5e branche, c'est parler d'abord de modernisation de l'État. Deuxièmement, de décentralisation, différenciation, déconcentration, selon le terme agréable de cette loi qui est en cours d'examen et qui doit évidemment être connectée à la création de la branche et connectée à une politique de l'autonomie. C'est définir un mode de pilotage moderne par l'association des parties prenantes et qui se reproduisent au niveau national comme au niveau territorial. C'est évidemment développer une ingénierie de financement qui assume de sortir du cadre trop étroit des politiques de protection sociale pour les rassembler toutes dans leur effort pour l'autonomie et en y adjoignant toutes les politiques publiques qui concourent à l'autonomie de nos concitoyens. Si nous arrivons à ce résultat, eh ben, je peux vous dire que le truc, ça aura de la gueule, parce que ça voudra dire qu'au fond, en agrégat pur, et pas en caisse, comprenez-moi, en agrégat pur, on pourra se dire que la 3e branche de protection sociale, c'est la 5e, ou plus exactement que la 5e et la 3e. Entendez, assurance maladie, 45% de l'effort de la protection sociale, ensuite on a la vieillesse, et ensuite on aurait, au fond, une politique de l'autonomie connectée aux autres politiques, connectée aux autres branches, et capable, au fond, de contribuer à l'efficience d'un financement de la nation à une hauteur qui placerait vraiment cette ambition à une hauteur tout à fait intéressante pour nos politiques de protection sociale et nos politiques publiques. Voilà, en réaction à ce que j'ai entendu et en lien avec les convictions qui sont les miennes, ce que je pouvais vous raconter sur cette affaire de branche. Non, mais avec beaucoup d'éloquence, hein. Et c'était tracer les chemins d'une protection sociale du XXIe siècle. Alors, on nous avait dit que ce seraient les retraites qui l'incarneraient, mais tout porte à croire que ce et serait… comment
Moi, j'ai eu l'outrecuidance de dire ce que j'en pensais de cette histoire de calendrier parlementaire. Je ne le dis pas, je l'ai dit une fois, je ne le répète pas. Je pense que l'autonomie, c'est urgent. Il n'y a peut-être plus besoin de le dire maintenant. Donc, modernisation, inventivité, programmation, réinvention de la gouvernance. Après votre intervention, on aurait envie peut-être de laisser quand même la parole et la possibilité à nos autres intervenants aujourd'hui de réagir. Peut-être Dominique Libaud? Quel regard? Je me toujours écouté Marianne Monchamp. D'abord, j'apprends que évidemment l'important c'est l'ivresse, c'est donc peut-être la nouvelle doxa effectivement de la CNSA. Et puis ensuite une autre idée, puisque donc Marianne dit j'adore la conférence de financement, peut-être demander à Philippe Catherine de revisiter son j'adore et d'en faire le nouvel hymne de la CNSA. Et je pense que ça pourrait pousser à l'attractivité des métiers de Myriam. Si effectivement, elle disait j'adore les aides-soignantes, j'adore, etc. Donc voilà, moi, ça c'est une suggestion, effectivement, en écoutant Madame Monchamp. Bon, plus sérieusement, mais je suis tout à fait d'accord sur beaucoup de choses. Dans ce que je trouve effectivement tout à fait intéressant, enfin, on voit bien avec les propos de Marianne Monchamp, c'est qu'en fait, cette cinquième branche nous appelle, nous invite à repenser ce qu'on appelle sécurité sociale même. Et c'est ça qui est effectivement au-delà même du sujet du grand âge et intéressant. Et je l'avais dit en entrée, effectivement, moi je dis souvent la sécurité sociale, c'est une politique de l'autonomie par la solidarité, ou voilà. Et c'est ça, effectivement, qui est intéressant, c'est de montrer que c'est pas du tout, contrairement à une certaine représentation, enfin, une politique assistentielle au sens, effectivement, on est là pour, effectivement, faire face à tous les sujets. Moi, j'ai jamais trop aimé l'expression État-providence, justement, parce que ça donne l'impression, effectivement, que l'État est là pour toujours au-dessus de vous. Non, il n'est pas là au-dessus de vous. Il est simplement, on est là pour vous accompagner dans votre propre vie, dans votre parcours, à la fois dans les moments où ça va mal et aussi en prévention, et de plus en plus en prévention, etc. Et pas seulement quand ça va mal. Donc c'est ça un petit peu, et ça veut dire effectivement, comme l'a dit Marianne Monchamp, qu'il faut penser non seulement en prestations monétaires, mais en politique de service, et en politique de service sur un territoire. Et moi j'adhère totalement à ces idées, que la protection sociale de demain, c'est largement une politique de service sur un territoire, et donc ça amène le service public à repenser son intervention, la façon, sa posture même, vis-à-vis à la fois des assurés, mais aussi des professionnels, et d'être beaucoup plus, effectivement, dans l'accompagnement de projets, dans le soutien, etc. Et c'est vrai que ce rapport entre le sujet des professionnels évoqué par Myriam El Khomri et d'Abrance, moi je trouve que c'est un vrai sujet. C'est peut-être un impensé de la sécurité sociale classique de sous-estimer cette question des professionnels qui font vivre les services auprès des personnes. Je pense qu'on a pas mal pensé le rapport aux assurés avec l'histoire justement du reste à charge, combien donc on solvabilise la dépense de santé, etc. Bon, on peut en discuter ensuite sur le fond des résultats, mais disons que c'est très présent dans les stratégies politiques. Et ce qui se passe à l'hôpital et ce qui se passe sur le médico-social, et encore plus sur le médico-social, nous invite certainement à dire demain dans la conception d'une politique, d'une branche, il y a vraiment ce triptyque, l'assuré social, le niveau global et de conception, et puis les métiers, les professionnels. Et je pense que nous avons à rééquilibrer les choses, à bien repenser effectivement comment on s'assure la continuité de professionnels qualifiés avec une vraie qualité de vie au travail, et qui est la condition sine qua non, effectivement, de services performants proches des uns, proches de tout un chacun sur le territoire. Alors, une question pour Marianne Monchamp. Dans ce cadre qui a beaucoup de souffle, de réinventer la sécurité sociale de demain à l'occasion de la loi autonomie, se pose la question de quel chemin pour concilier pilotage national, politique sociale territorialisée, décentralisation et l'enjeu de l'équité territoriale. Enjeu de l'équité, l'égalité de traitement, égalité d'accès aux droits, qui est aujourd'hui une question depuis plusieurs années dans le domaine des politiques de l'autonomie, et quelles seraient finalement les opportunités pour porter cet enjeu d'équité territoriale demain dans ce cadre rénové?
Je le disais dans mon propos, on a besoin d'un État moderne. On a besoin d'un État qui pilote à distance des acteurs qui ne dépendent pas de sa responsabilité. Et ça, évidemment, c'est une équation complexe et c'est dans la manière dont l'État se pense lui-même, au fond, que l'on doit la résoudre. Nous, à la CNSA, c'est un exercice qui nous est familier. Parce que, comme le disait si élégamment la Cour des comptes, l'occasion d'un rapport où on nous avait plutôt traité avec gentillesse, notre particularité, c'est que nous ne sommes pas une tutelle et nous ne serons jamais une tutelle. Et ça, c'est une force, mais incroyable, de ne pas être une tutelle. Cela veut dire que quand nous travaillons avec les collectivités territoriales, nous animons les réseaux des collectivités territoriales. Nous embarquons les collectivités territoriales. Nous travaillons avec les exécutifs territoriaux, mais nous travaillons aussi avec les services départementaux. Vous voyez, je suis en train de conduire actuellement une mission très intéressante, très passionnante, dite de prototypage d'une gouvernance future. Comment avons-nous fait? Nous avons, à la suite d'une journée département CNSA, lancer une espèce de foire à qui veut bien jouer à ça, et une dizaine, 12 départements ont répondu favorablement. Et en fait, la méthode, elle est intéressante parce qu'elle me permet de répondre d'une certaine manière à votre question, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, les départements nous ont raconté comment ils pilotaient eux-mêmes les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que là où on a l'impression qu'il y a souvent une articulation douloureuse entre l'État et les collectivités territoriales, État-département, on peut voir que pour un président de conseil départemental, c'est pas si simple de travailler avec les communes de son département. Parce que dans certains cas, le maire de la ville d'à côté, il n'est pas tout à fait de la même couleur politique que lui. Et parfois même, ils ne peuvent pas s'encadrer. Or, pourtant, le maire de la commune à côté, d'une certaine manière, dans un champ extralégal, mais qui prend de plus en plus d'importance et de consistance, il a un rôle à jouer sur une politique de l'autonomie. Et donc, chaque fois que le président du conseil départemental arrive à développer, au fond, un mode de pilotage, de gré à gré, d'animation, avec un échange de bons procédés que nous, à la CNSA, on appelle contractualisation nouvelle génération, ce qui est beaucoup plus chic, si vous voulez, ça finit par faire des accords très solides. Parce qu'au fond, c'est money contre service. Et ça, j'ai envie de dire, ça a le mérite d'être clair. Alors c'est sûr que c'est ensuite dans la conception même de ces accords qu'il faut embarquer par des systèmes d'évaluation par la preuve, notamment avec les parties prenantes, comment dirais-je, la réassurance, au fond, de la régulation des écarts qui peuvent se faire jour dans l'application de ces politiques. Il faut de la même manière s'intéresser dans les liens entre l'État et les collectivités territoriales à toutes les fonctions dites de péréquation et à toute la contractualisation, l'enrichissement de la contractualisation de l'État avec les collectivités territoriales. Écoutez, on va se dire les choses sans se mentir. On n'a pas été aidé par le pacte de Cahors. Parce que si vous voulez, plus on donnait de pognon au département, plus il crevait le plafond du pacte de Cahors, il y a un moment, ça finit par être un truc totalement kafkaïen. On a bien vu tout le débat sur les AIS, vous voyez. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, cette approche-là, c'est une approche qui est datée. Je la comprends naturellement, je vois bien l'idée générale et je vois bien à quoi ça peut servir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour conduire des politiques de l'autonomie, il faut en effet qu'on modernise nos modalités de négociation, contractualisation et de pilotage. Et c'est pour cela que ça n'est pas étranger, cette réflexion sur la 5e branche, à la réflexion sur la loi 3D dont je parlais tout à l'heure. Mais le principe qui est sous-jacent, et c'est par là que je terminerai cette réponse un peu longue à votre question, c'est au fond qu'il faut se mettre d'accord sur ce qui anime une politique de l'autonomie. On voit bien qu'une politique de l'autonomie, ce n'est pas une politique des droits égaux. Ce n'est pas une politique de la simple redistribution proportionnée à un certain nombre de critères ou d'algorithmes qui sont définis en centrale. Il y a une grande variable qui est le projet de la personne, qui est son aspiration,
Une autre variable qui est le territoire où elle vit. Une autre variable, ce sont ses moyens personnels, ce qu'elle peut faire. Et puis, une dernière variable qui est le principe de l'égalité des chances. C'est un sujet dans lequel on est auquel on est beaucoup plus familier dans la politique du handicap, voyez, où l'idée d'égaliser les chances a pu conduire à des réponses différenciées à nos concitoyens en situation de handicap, selon que leur handicap est physique, psychique, cognitif, que sais-je, sensoriel. Et on n'a pas dit, c'est tout le monde pareil, le même prix, la même allocation de ressources. Non, non, on est capable de dire, on va soutenir le logiciel en braille, et à côté de ça, on va permettre effectivement un effort extrêmement grand pour qu'une personne tétraplégique, par exemple, puisse bénéficier d'un accompagnement H24. Vous voyez, et on ne peut pas dire que ça ne fait pas égal, mais c'est égaliseur de chances. Et c'est cette philosophie qui doit, au fond, je crois, embarquer une partie de nos réflexions sur une politique de l'autonomie, prenant en compte, évidemment, cette notion d'égalité ou d'équité sur les différents territoires. Merci. Je voudrais juste dire, Marine, ces sujets du pacte de Cahors qu'évoque Marianne Manchant ne sont pas du tout étrangers au sujet métier évoqué par Myriam El Khomri, parce que le pacte de Cahors, c'est effectivement, je norme l'augmentation des dépenses de fonctionnement des départements, mais y compris le financement des AIS, des interventions, etc. Et donc, effectivement, il y a une sorte de schizophrénie de l'État, puisqu'il y a des départements qui payent très mal les services à domicile, mais ils vont dire, ah mais moi on m'interdit de les améliorer, puisqu'on me dit qu'il ne faut pas que j'augmente mes dépenses. Donc effectivement, c'est là que je dis que le sujet est un peu systémique. Si on veut améliorer le sort des métiers et ne pas verser simplement des larmes de crocodile, il faut aussi prendre à bras le corps la question de la relation entre l'État, la relation financière entre l'État et les départements. Autrement, on arrive à ce qui se passe actuellement sur la prime à domicile où il ne se passe rien, parce qu'effectivement, on ne prend pas cette question à bras le corps. Et il n'y en a pas un pour acheter l'autre. C'est-à-dire que là, on a eu un jeu d'acteurs délétère qui a laissé les personnels du domicile extrêmement meurtris, voire dégoûtés par ce défaut de fabrique, au fond, de ce qui aurait été une reconnaissance de la nation pour leur effort particulier pendant Covid. Et ça n'est pas de bonne pratique. On ne peut pas être en désaccord avec ce qu'on vient de dire. Non, mais bien sûr que je ne suis absolument pas en désaccord, j'approuve complètement, mais je pense qu'on parle beaucoup de dépenses publiques. Nous, ce qu'on demande tout simplement, et je pense que vous l'avez compris, c'est d'investir dans une politique cohérente dont les professionnels sont la clé de voûte. Voilà, c'est ça que nous voulons porter. Aujourd'hui, c'est très bien évidemment qu'on a besoin des territoires. Et on voit bien que la rentabilité d'un service d'aide à domicile n'est pas la même en hyper-ruralité que dans une agglomération. Ça, on le constate toutes et tous, bien évidemment, et donc ça demande des aides différentes. Après, il y a quand même une réalité, ce n'est pas normal qu'un avenant d'une convention collective sur les transports ne soit pas pris en compte de la même manière d'un département à un autre. Ce n'est pas normal de rencontrer une auxiliaire de vie qui fait 1500 km par mois payés, 1500 non payés. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, il me semble, quand on voit que l'argent public, aussi l'argent des départements, vont financer 20% d'absentéisme, c'est pas la faute de la structure, c'est la faute d'un système, et on voit bien que cet argent-là pourrait être utilisé différemment. La réalité aujourd'hui, c'est laquelle? C'est qu'on voit bien que les services mandataires, à juste titre, parce qu'il y a plus de liberté des personnes, elles arrivent à avoir des temps pleins par des services mandataires et une qualité de service au final où la personne ne se retrouve pas comme l'été dernier. Moi, j'ai été interpellée par un monsieur dont 27 personnes différentes avaient fait la toilette sur un mois. Ça pose quand même la question de la dignité de la personne. On parle de ces métiers-là quand même. Et donc, cette réalité-là, elle est extrêmement importante. Et aussi, moi, j'espère qu'il y aura un consensus entre l'État et les départements. Ce n'est qu'à travers ce consensus que derrière, on pourra décliner l'ensemble des mesures. Si on se remet dans notre rapport d'octobre, toutes les préconisations, les DEC, etc., tout devait être lancé avant la fin mars 2020. Il y a eu à la fois les débats sur les retraites, il y a eu la crise que nous avons connue. Voilà, c'est cette crise qui a mis la santé au centre de tout
et qui a mis la reconnaissance aux soignants. 50% par exemple des intervenantes à domicile ne se sentent pas concernées par les applaudissements à 20h. Voilà, cette réalité-là, il y a un problème de reconnaissance salariale, on l'a dit, mais comme Dominique et comme Marianne, moi ce que j'appelle c'est une réforme systémique. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous n'arriverons pas à améliorer l'attractivité de ces métiers si nous ne diminuons pas la sinistralité. Il en va de même, bien sûr, des conditions d'emploi et de rémunération et aussi des enjeux de formation. Et c'est vraiment avec tous ces axes-là que nous devons véritablement donner une impulsion. Donc, il y a des enjeux, bien sûr, financiers, mais je vous le rappelle, 602 millions d'euros, le coût de la sinistralité du secteur. Je pense qu'on pourrait investir plus dans ce secteur. Je suis sûre que ça nous limitera des coûts à la fin. Il est 16h07. Nous avons dépassé notre horaire habituel, mais nous savons pourquoi, parce qu'il y avait des propos importants qui devaient encore être tenus. Est-ce que l'on pourrait conclure sur le fait que cette stratégie autonomie sera partenariale ou ne sera pas? Oui. Je voudrais juste rappeler, Marine, peut-être, et je pense qu'aussi les uns et les autres vont être d'accord, ce que nous disait la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité. En fait, voilà, la 5e branche de la sécurité sociale en France, elle est là pour aussi simplement être fidèle à cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et si je peux, cher Dominique, je citerai le programme du Conseil national de la résistance qui invite la représentation des personnes à contribuer à la gestion des risques qui les concernent. Ce n'est pas une citation au mot près, mais c'est effectivement le sens de la 3e partie du programme du Conseil national de la résistance, dont je veux rappeler que le titre est « Les jours heureux ». Les jours heureux. Je vais y aller Comment sur elle s'appelle de nos voeux? Alors, moi, je vais vous citer Simone de Beauvoir. C'est la première citation du rapport qu'on a porté dans son livre La vieillesse. Alors, très rapidement, le sens de notre vie est en question dans l'avenir qui nous attend. Nous ne savons pas qui nous sommes si nous ignorons qui nous serons. Ce vieil homme, cette vieille femme, reconnaissons-nous en eux. Il le faut si nous voulons assumer dans sa totalité notre condition humaine. Du coup, nous n'accepterons plus avec indifférence le malheur du dernier âge. Nous nous sentirons concernés. Nous le sommes. Bon, je crois qu'on a 3 très belles citations que l'on pourra peut-être graver au futur fronton de cette 5e branche. En tout cas, ce sont de très belles auspices et on ressort de ce webinaire avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, je vous remercie. Je remercie nos auditeurs d'avoir prolongé avec nous. Et puis, je ne doute pas que nous nous retrouverons bientôt pour rediscuter de ces enjeux. Un remerciement évidemment très fort à Marianne, à Myriam et à Marine aussi pour l'animation de ces webinaires. Merci beaucoup et à très bientôt à toutes et à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.